En ce début d'année, vous avez sûrement envie d'adopter de nouvelles routines, de nouveaux aménagements, peut-être chez vous, pour vous faciliter la vie au quotidien. Et c'est pourquoi j'aimerais vous parler un court instant de ma formation Aménager sa maison Montessori. Vous allez découvrir comment de simples aménagements dans votre entrée, votre cuisine, votre salle de bain ou la chambre de vos enfants, à condition qu'ils suivent les principes de la pédagogie Montessori, peuvent aider vos enfants à devenir plus autonomes et plus épanouis. Dans ma formation, vous allez découvrir les 4 grands principes qui vont vous guider pour aménager votre maison. Et aussi de très nombreux conseils pratiques. Par exemple, en vrac, mes astuces pour aider votre enfant à enfiler son manteau tout seul, ou à mettre ses chaussures sur le bon pied, qui n'a pas perdu des minutes entières le matin, avec un enfant qui s'était trompé de pied. Vous trouverez aussi un tutoriel vidéo pour fabriquer votre propre tour d'observation Montessori. Mon système éprouvé pour mettre en place la rotation des jouets, et éviter ainsi que le bazar ne s'installe dans la chambre de votre enfant. La meilleure façon de ranger les vêtements pour que même de petits enfants puissent s'habiller tout seuls. Ou bien mes conseils pour faire la transition d'un lit à barreaux à un lit au sol. Je vais vous montrer toutes les pièces de la maison et vous allez découvrir en vidéo tous les choix d'aménagement que nous avons faits dans notre propre maison, ainsi que de nombreux exemples d'aménagements réalisés par d'autres familles avec mes commentaires, pour que vous puissiez trouver votre propre inspiration pour chez vous. Et en plus de la formation vidéo, vous bénéficierez de tout un tas de ressources offertes, comme un fichier d'étiquette avec des images pour faciliter le rangement des vêtements de vos enfants, un fichier PDF d'images contrastées pour la chambre de votre bébé, un fichier PDF d'illustrations qui seront belles et colorées pour les murs de votre bébé ou de votre enfant un peu plus grand. Également une vidéo bonus pour maintenir l'ordre et l'organisation quand vous avez des invités chez vous, ou encore une autre pour apprendre à votre enfant la gestion du temps, ainsi que l'enregistrement d'un webinaire que j'ai réalisé sur le thème des matins paisibles et sereins grâce à la pédagogie Montessori, dans lequel je reprends certains éléments de la formation, où je parle aussi de discipline positive et où je réponds à de nombreuses questions. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour établir de nouvelles routines beaucoup plus efficaces le matin. Alors n'hésitez pas, le lien est dans les notes de cet épisode pour rejoindre ma formation Aménager sa maison Montessori. Et maintenant, je vous souhaite une bonne écoute de votre épisode. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Certains d'entre vous vont peut-être me prendre pour une folle aujourd'hui. Parce que quand j'étais petite, moi, mon rêve, ça n'était pas de devenir danseuse ou fleuriste ou docteur. Mon rêve, c'était de faire Polytechnique et de faire de la recherche en intelligence artificielle. Ouais, on n'entendait pas encore parler d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, mais l'intelligence artificielle était déjà un sujet et ça me passionnait. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Alors, je vous rassure, j'avais aussi envie d'être princesse. Donc, bon, ce sont de beaux rêves. Et au final, j'ai orienté un peu toutes mes études dans cet objectif-là. J'ai fait une terminale S, je suis allée en classe prépa, j'ai passé mes concours d'école d'ingénieur. Après avoir redoublé, j'ai réussi à avoir Polytechnique. Mais au final, j'ai préféré partir à Normal Sup parce que ça correspondait mieux à ma passion pour les maths très, très, très théoriques. Et je me suis orientée vers la logique mathématique, qui est peut-être le domaine le plus abstrait parmi tous les domaines mathématiques et le plus théorique, évidemment. Et donc, j'ai même commencé une thèse de logique mathématique. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit que j'avais pas envie de passer ma vie dans la recherche. Et c'est comme ça que j'ai changé de voie, que je suis devenue, au final, traductrice et aujourd'hui formatrice à la pédagogie Montessori et facilitatrice en discipline positive. Donc, vous voyez, un parcours qui a été assez, non, je dirais pas chaotique, mais disons assez mouvementé, avec de belles découvertes et puis des changements assez radicaux. Mais j'ai quand même passé l'essentiel de ma vie à me consacrer à l'étude des maths. Et je suis bien consciente que je suis plutôt une exception en la matière.
Dans le sens où la plupart des gens qu'on croise disent tous la même chose. Oh là là, les maths, quelle horreur, je détestais ça à l'école, j'ai jamais rien compris au collège. En plus, ça sert à rien, vous savez, les cosinus, les fonctions, les limites. Mais qui se sert de ça dans la vie de tous les jours? C'est n'importe quoi, on ferait mieux de nous apprendre des trucs plus utiles. Je vous comprends. Franchement, je vous comprends. Je suis consciente que la façon dont les maths sont enseignées en France ne favorise pas le développement d'une passion pour cette science qui pourtant, à mon humble avis, est absolument fascinante. Alors j'ai déjà enregistré un épisode de podcast pourquoi l'école nous dégoûte-t-elle des maths. Donc je vous invite à aller l'écouter, vous trouverez son numéro ou le lien dans les notes de cet épisode. Mais aujourd'hui, je voulais me repencher sur mon enfance et réfléchir à ce qui, dans cette enfance, m'avait encouragé à aimer les maths. Et bref, à adopter un angle plus positif sur cette question. Plutôt que de réfléchir à ce qui nous dégoûte des maths, ce qui dégoûte les enfants, qu'est-ce qui pourrait les motiver à aimer les maths? Et la première chose qui m'est venue, c'est que jamais, vraiment jamais, durant mon enfance, je n'ai eu de pression autour des maths et jamais je n'ai entendu de messages du style « Oh, les maths, c'est super dur. Oh, les maths, c'est difficile. Les maths, c'est compliqué. » Et je trouve que ma mère, qui était celle qui suivait le plus mon travail scolaire, aimait les maths. Elle avait déjà aimé les maths plus jeune et elle avait fait d'ailleurs un parcours où en terminale, elle avait à la fois des maths et des lettres. Donc, il n'y a jamais eu de préjugés négatifs dans ma famille contre les mathématiques. Même si mon père était professeur d'histoire géo, il aurait très bien pu encourager chez moi un certain dégoût des maths, mais absolument pas. Donc au moins, il n'y avait rien de négatif dans mon environnement immédiat contre les maths. Et puis ensuite, à l'école, il se trouve que j'ai eu la chance de faire l'essentiel de ma scolarité en maternelle et en primaire dans des classes Montessori. L'école où j'étais était le fruit de la fusion entre une école de garçons Montessori et une école de filles pas Montessori. Et quand ces deux écoles avaient fusionné, eh bien les enseignants des deux écoles étaient restés. Et du coup, pour chaque niveau, il y avait des classes Montessori et des classes non Montessori. Dans les classes Montessori, il y avait un mélange des âges, il y avait du matériel Montessori et il y avait donc des enseignants formés à la pédagogie Montessori. C'était évidemment un petit peu adapté. Par exemple, à un moment, j'étais dans une classe multiniveau qui faisait grande section CP, CE1, donc plutôt du 5-8 ans, là où en Montessori, on coupe plutôt entre 3-6 et 6-9. Par la suite, j'étais dans une classe multiniveau CE1, CE2. Donc voilà, c'était un petit peu adapté, mais c'était quand même, pour l'essentiel, pour ce qui était vraiment fondamental, très fidèle à la pédagogie Montessori. Et dans ces classes, eh bien, j'ai eu la chance de beaucoup manipuler. Je me souviens encore travailler les notions de volume, ainsi que toutes les unités liées au volume, donc les litres, décilitres, centilitres, millilitres, etc. Alors, je me souviens plus très bien à quoi correspondait cette pièce, une espèce de salle de bain avec un évier et toutes sortes de verres mesureurs avec différentes contenances. Et je transvasais de l'eau et je travaillais sur ces contenances. Et je me rappelle, j'avais des fiches à remplir, des calculs à faire. Mais ces calculs, je les faisais avec de l'eau et des récipients. Je ne les faisais pas dans l'absolu avec 15 centilitres plus 3 millilitres égale simplement écrit sur une feuille. Non, j'avais aussi tout ce travail de manipulation pour m'aider. Ce qui fait que j'ai pu très vite me faire une représentation très concrète des choses. Dans ma tête, lorsque je fais une addition, mettons que je fasse 47 plus 15, je visualise 47 et je visualise il manque 3 pour arriver à 50. Je vois comme une ligne de nombre et je zoome sur cette partie entre 45 et 50 et je me dis, il en manque 3. Donc 47 plus 15, je vais déjà prendre sur mes 15, je vais en prendre 3 pour aller jusqu'à 50. Et puis ensuite, il me reste 15 moins 3, il me reste 12. Donc 47 plus 15, eh bien ça fait 50 plus 12, ça fait 62. Bon, je sais que là, comme ça, de vous dire ça,
À l'oral dans un podcast, c'est pas forcément l'idéal, mais j'espère que vous avez suivi le raisonnement et tout ça est très visuel dans ma tête. Mais ça vient vraiment de la manipulation du matériel. Je me souviens très bien de tout ce matériel que j'ai pu utiliser et de comment, petit à petit, je me suis créé ma propre représentation abstraite des nombres, mais parce que j'avais des choses sur lesquelles m'appuyer pour la construire, cette représentation concrète. Et ça, je le vois aussi avec mes enfants. Très récemment, dans une séance de questions-réponses, on m'a demandé mon avis sur une technique opératoire pour poser les soustractions avec retenue. Et la technique opératoire qu'on m'a montrée ne correspond à rien dans la vraie vie. Et j'avoue qu'elle m'a rendue extrêmement perplexe. Et du coup, j'ai partagé avec la maman qui me posait cette question dans notre accompagnement, notre communauté sur abonnement mensuel. On a des séances de questions-réponses 2 fois par mois. Donc elle me demandait mon avis et j'ai partagé avec elle la façon dont moi j'enseigne la technique opératoire de la soustraction. Et j'ai fait le lien avec la réalité des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on a une certaine quantité et qu'on veut soustraire une autre quantité, et comment on échange des dizaines contre des unités, etc. Et j'ai expliqué comment la retenue arrivait dans l'opération, à quoi correspondait la retenue et pourquoi certaines notations dans la technique opératoire de la soustraction permettent de retrouver ce lien avec le concret et la manipulation. Et là, j'ai été hyper étonnée. Parce que on était, je crois, 7 ou 8, je ne sais plus. Et sur ces 7 ou 8, on n'était que 2 à avoir connu la technique que moi je présentais, qui est très concrète, en fait, qui correspond à une manipulation concrète. Et les 5 autres, donc voilà, on est quasiment aux 3/4 du groupe. C'est que des mamans, elles m'ont toutes dit, moi je n'ai pas appris comme ça. J'ai appris comme la maman qui me posait la question, mais qui avait eu cette technique opératoire qui était enseignée à son fils donc par l'enseignante. Et en fait, tout le monde avait appris avec cette technique opératoire qui ne correspondait à rien de concret. Et toutes m'ont dit, moi j'ai jamais rien compris à ce... Rassurez-vous, nous reprenons dans quelques instants, mais si ce podcast vous plaît, j'aimerais vous demander une petite faveur. Est-ce que vous pourriez, sur votre application, prendre quelques instants pour attribuer une note à ce podcast et idéalement même un avis? Toutes les applications ne le permettent pas, mais certaines le proposent et c'est ce qui permet, plus que tout, de faire connaître ce podcast à d'autres parents comme vous ou à d'autres professionnels qui en ont besoin et qui apprécieraient de l'écouter. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter à l'un de vos proches. Là encore, un immense merci parce que c'est ce qui permet de faire connaître ce podcast. Allez, revenons à l'épisode. Ce truc, mais j'ai juste fait comme on me disait de faire, j'ai appliqué la méthode. Et là, je me dis, mais c'est catastrophique. Pour différentes raisons. Déjà parce que souvent, quand on est bon élève, on applique la méthode, on l'apprend par cœur, on fait bien les choses. Mais les moins bons élèves, ils vont avoir du mal à appliquer la méthode sans la comprendre. Ils vont avoir du mal à retenir par cœur une technique, une astuce qui ne correspond à rien pour eux. Et puis, il se trouve aussi que si on ne fait pas de soustraction à retenue très régulièrement, cette technique, on n'a pas l'occasion de l'appliquer et donc on l'oublie. Ce qui fait que le jour où on va reprendre... Vous savez, quand on est adulte, c'est pas si fréquent que ça qu'on pose des soustractions avec des retenues. Souvent, on utilise la calculatrice de son téléphone ou de l'ordinateur. Et donc, le jour où on se retrouve à devoir reposer une soustraction avec retenue, eh bien, on risque de se souvenir d'une partie de la technique et de se tromper. Et comme ça ne correspond à rien de concret, on n'aura aucun élément pour retrouver la technique. Je vais être franche, moi, ça m'est arrivé à l'âge adulte de ne plus me souvenir de la technique opératoire de la division. J'avais pas posé de division, je pense, pendant des années. Et à un moment, j'en ai posé une. Et je me suis dit, mince, comment on fait déjà? Et en fait, j'en suis revenue à, ah oui, comment est-ce qu'on fait quand on a des éléments, des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, que je me représentais de façon concrète, Et là, comment on fait pour les partager? Ah oui, mais si je commence par partager les unités, après, je vais avoir des soucis parce que j'aurai pas forcément assez, etc.
Donc j'ai retrouvé la technique opératoire en revenant au concret. Mais tout ça, ça m'a été permis parce que j'ai beaucoup manipulé plus jeune. Et je pense que ça, c'est fondamental pour poser de bons repères. Ça m'a vraiment suivi tout au long de mes études, y compris à Normal Sup. Tout au long de mes études, chaque fois qu'il y avait des notions abstraites, des nouvelles notions, que je n'avais pas apprises façon Montessori, eh bien, je me créais une représentation concrète. Je rattachais ça à des éléments concrets. Et ça me permettait de visualiser les choses, parce que moi, je me fais des représentations visuelles. Pour certaines personnes, ce sont des représentations qui utilisent d'autres sens. Ça peut être auditif, ça peut être tactile. La majorité des gens utilisent des représentations visuelles, mais certaines personnes en sont incapables. Donc ça arrive aussi. Il n'empêche qu'avoir manipulé, ça permet de se créer ses propres images. Je crois d'ailleurs que j'ai fait aussi un épisode de podcast là-dessus, sur se former des images mentales. Si je le retrouve, je vous mettrai le lien aussi dans les notes de cet épisode. Donc ça, c'est le deuxième grand élément. Premier élément qui a vraiment favorisé ce goût des maths chez moi, le fait qu'il n'y ait aucun a priori négatif sur les maths. Le deuxième, énormément de manipulation très concrète. Et puis, le troisième élément, c'était le plaisir de résoudre une énigme. Ça, c'était quelque chose de, sans doute, de déjà présent dans mon caractère, dans mon tempérament, mais disons que mon environnement m'a permis de le développer, ce goût de la résolution des énigmes. Vous savez, c'est ce plaisir, cette satisfaction quand les choses s'emboîtent bien. Et je pense que ça, je suis pas la seule à l'éprouver, parce que je vois souvent sur des réseaux comme Instagram ou TikTok des vidéos qui ont pour simple but d'être satisfaisantes. Que quelque chose se remplisse ou se vide, ou que des choses reviennent correctement à leur place. Tout ça, ce sont des vidéos qui sont satisfaisantes et ça crée un certain plaisir chez nous. Je pense que ça correspond à un besoin d'ordre chez l'être humain. Et le besoin d'avoir des solutions, d'avoir des réponses. Eh bien, en fait, faire une démonstration mathématique, c'est exactement ça. C'est emboîter les pièces d'un puzzle. Et ça, je l'ai aussi perçu, j'ai aussi perçu les limites de tout cela lorsque j'en suis arrivée à faire de la recherche en mathématiques pendant ma thèse. Quand on pose un problème scolaire, un problème d'école typique, un problème que ce soit en primaire, en collège, en lycée, en prépa, à Normal Sup, peu importe, quasiment à chaque fois, la seule fois justement où j'ai pas eu des problèmes comme ça, c'était quand j'ai passé le concours de Normal Sup. Mais bon, je vous expliquerai ça juste après. Quand on pose un problème à l'école, dans l'énoncé du problème, on a rigoureusement tous les éléments pour trouver la solution. Et on n'a rien de trop. C'est-à-dire que si je vous parle d'un bateau qu'on charge avec tant de tonneaux de tel poids et tant de caisses de tel poids, je ne vais pas vous dire en plus quel est l'âge du capitaine. Si tout ce que je voudrais vous demander dans mon problème, c'est quel est le poids total du chargement. Je ne vais vous donner que les informations nécessaires, strictement nécessaires, mais je vais vous donner toutes les informations nécessaires. Dans la vraie recherche, ce qui se passe, c'est qu'on a une question qu'on se pose, et en fait, on a tous les éléments du monde. On n'a pas une sélection d'éléments à partir desquels on va démontrer ça. On a tout ce qui a déjà été prouvé en mathématiques à notre disposition pour trouver une réponse à notre question. Donc c'est beaucoup plus dur que de résoudre un problème scolaire. Et puis souvent, on ne sait pas quelle est la solution. Par exemple, si on nous demande si quelque chose est vrai ou faux, eh ben on ne sait pas si on va démontrer que c'est vrai ou si on va démontrer que c'est faux. Donc en fait, il faut chercher en parallèle à démontrer que c'est vrai et à démontrer que c'est faux. Donc c'est assez compliqué. C'est l'une des choses qui, justement, m'a déplu, je dirais, dans le travail de thèse. C'est un travail passionnant, mais ça n'était pas pour moi. Voilà. En revanche, dans un problème, on a donc tous les éléments de base et on n'a pas forcément une idée de la réponse. C'est-à-dire, parfois, on nous demande de prouver que quelque chose est vrai. Donc là, on sait ce qu'on doit démontrer. Parfois, on nous demande de calculer quelque chose et là, on n'a pas la réponse, mais on sait ce qu'on doit calculer. Donc, on a le début et on a la fin.
Et ensuite, c'est un petit peu comme si on cherchait à ouvrir un coffre-fort avec plusieurs petites roues à tourner. Vous savez, parfois, on voit ça dans les films, quand les cambrioleurs tentent d'ouvrir le coffre-fort avec un petit stéthoscope pour écouter le coffre. Puis ils tournent les roues, et puis parfois ils commencent par la première roue, et ils entendent un clic, et c'est bon. Et puis parfois il faut commencer par la fin, ils commencent par la dernière roue, ou ils reviennent en arrière, etc. Peu importe dans quel ordre on tourne les roues, le tout c'est que tous les éléments s'imbriquent bien, et à un moment donné on entend un gros clic et le coffre-fort s'ouvre. En fait, on a fait notre démonstration mathématique, on a démontré ce qu'on voulait démontrer, en partant du début et en arrivant à la fin. Eh bien, ce processus-là, ces pièces qui s'imbriquent, ce coffre-fort qui s'ouvre, c'est quelque chose de profondément satisfaisant. Alors peut-être que ça ne l'est pas tant que ça pour vous. C'est pour ça que j'essaie de vous donner ces métaphores, parce que je pense que l'ouverture d'un coffre, vous trouvez ça satisfaisant, que les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent, vous trouvez ça satisfaisant. Et tout ça pour vous dire que cette satisfaction-là, moi, je l'ai ressentie dès mon enfance. C'est comme ça qu'on m'a présenté les maths. Et je pense que même à l'âge adulte, c'est une forme de satisfaction qu'on peut développer, mais il est d'autant plus important de la développer chez les enfants parce qu'ils sont très perméables à tout ce qu'on va leur apprendre. Et si on leur présente les maths, comme je viens de vous le faire, je pense qu'ils sont bien plus intéressés. Alors pour ça, il y a plein de ressources qui aident à rendre les maths agréables. Et tout ça sans chercher non plus à rentrer en compétition avec l'école. Je vais vous donner un dernier exemple issu de mon enfance. Quand j'étais au collège, j'avoue que je m'ennuyais un petit peu en cours de maths. C'était facile pour moi. Voilà. Et mes parents ont demandé à un de mes anciens professeurs de maths, que j'avais eu en 5e, je crois. Donc à l'époque, je devais être peut-être en 4e, en 3e, ou même au lycée, je ne sais plus. Ils ont demandé de venir pour me donner des cours particuliers avec un autre garçon qui avait le même problème, en fait, s'ennuyait aussi en classe, pour nous donner des cours de maths, mais de façon à nous passionner pour les maths. C'est-à-dire qu'il ne nous apprenait rien qui était au programme, mais il nous parlait des nombres premiers, des nombres jumeaux, il nous parlait de propriétés géométriques, il nous parlait de choses qu'on n'étudiait pas en classe, mais qui étaient intrigantes, qui étaient intéressantes. Et là aussi, il a développé chez nous une culture mathématique. Et d'ailleurs, on ne sait jamais, hein, Monsieur Cogran, si vous m'écoutez, merci pour ces cours qui ont contribué à enrichir cette culture mathématique et ce goût pour les maths. Mais parce que justement, on découvrait tout ça avec beaucoup de curiosité, en dehors d'un contexte scolaire. Et voilà, ça fait que j'ai réussi à ne pas m'ennuyer à ce moment-là. Ça rejoint un petit peu ce dont je parlais dans l'un des derniers épisodes de podcast sur le co-schooling au collège, où si on veut encourager un enfant qui est passionné par les maths, il va être bon de lui proposer quelque chose de plus approfondi. Ça peut être quelque chose qui est sur le programme, mais qui va aller plus loin. Lui proposer des exercices où il faut davantage réfléchir. Et puis lui proposer aussi des choses qui ne sont pas forcément au programme. Alors qu'on n'a pas forcément tous la chance d'avoir un professeur de maths intéressant qui vient donner des cours particuliers à la maison. Et heureusement, comme je vous le disais, il y a plein de ressources qui existent. Il y a déjà des jeux, les jeux de société. Tous les jeux de société peuvent aider à apprendre certaines notions mathématiques. On peut commencer avec les petits chevaux ou le jeu de loi pour apprendre aux jeunes enfants à compter. Mes aînés ont appris à compter en jouant aux petits chevaux. Ça permet aussi de faire des additions. Le jeu de loi, quand on lance 2 dés, chaque fois qu'on lance 2 dés, on peut faire des additions. Quand j'étais petite, on jouait aussi beaucoup à la belote avec mes grands-parents. On jouait au Monopoly. Donc, ce sont des jeux tout bêtes, j'ai envie de dire, que tout le monde connaît. Et mine de rien, ça fait travailler les maths, ça fait travailler les additions, évidemment. Et puis, quand on commence à faire des jeux comme la belote, le tarot, le bridge, il y a toute une notion de probabilité qui vient s'ajouter si on veut y jouer de façon un petit peu plus compliquée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que des enfants assez jeunes peuvent y jouer. Et quand on est plus grand, on peut se poser des questions de probabilité. Même chose pour le poker.
et du coup, augmenter ses chances de gagner. Parce que on ne se contente pas de jouer un petit peu au hasard, on prend en compte la probabilité que les autres aient telle carte et que la carte que j'ai dans mon jeu l'emporte ou non. Mais franchement, tous les jeux de société, ou presque, tous les jeux de société qui ont des chiffres, qui ont des dés, qui ont des billets, aident à développer le sens mathématique, au moins au niveau des 4 opérations. Et puis, vous avez tout ce qui est jeu de logique. Les jeux de logique, vous en avez un petit peu comme dans les petits livres de mots fléchés ou de mots croisés. Vous avez des jeux de logique, vous avez, j'ai plus les noms en tête, mais des jeux comme Binero, et souvent des jeux comme, où le titre s'appelle Multilogique, et vous avez plein de jeux de logique dedans. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé faire aussi, et qui renforce, alors c'est un côté très théorique des maths, c'est plutôt la logique, mais c'est aussi la base du raisonnement mathématique. Donc c'est extrêmement intéressant et ça reste très ludique. Vous avez aussi, alors toujours dans cette option des jeux de logique, il y a des livres que j'ai énormément aimés plus jeune, qui sont les livres de Raymond Smullyan. Et le plus connu, c'est Le livre qui rend fou. Alors je l'ai fait lire aussi à mes aînés. Le livre qui rend fou, c'est un livre qui pose plein de petites questions de logique. À chaque fois, ça va du plus simple au plus compliqué. Et vous avez, alors j'ai pas d'énoncé là sous les yeux, mais ce sont des petits énoncés du style, alors vous avez des gens qui sont des humains, d'autres qui sont des vampires, et vous en avez qui disent tout le temps la vérité, et d'autres qui mentent tout le temps. Et donc vous avez 3 personnes en face de vous. La première dit nous sommes 2 vampires, le deuxième dit je dis tout le temps la vérité, et le troisième dit parmi nous il y a un humain et quelqu'un qui ment toujours. Et à partir de ces 3 déclarations, vous devez savoir qui est quoi. Voilà, ce genre de jeu. Et bon, là, ça paraît un peu compliqué, mais on démarre par des versions plus simples. Mais c'est très amusant à faire, en fait. C'est extrêmement ludique. Donc, vous avez des livres comme les livres de Raymond Smullyan. Vous avez des romans aussi. Ça peut être Le théorème du perroquet de Denis Gage, que j'ai beaucoup aimé, qui est un roman sur... alors qui parle du palais des découvertes, qui parle du nombre pi, qui parle de tout un tas de choses, et en même temps d'aventures en Amazonie. Enfin, c'est un vrai roman, mais qui aborde plein de notions mathématiques. Et puis vous avez aussi des livres comme Le grand roman des maths de Michael Launay. Rassurez-vous, je vous ai mis tous les noms de ces livres dans les notes de l'épisode, et puis avec des liens, donc vous pourrez les retrouver, il n'y a pas de souci. Le grand roman des maths, il a été écrit par un de mes anciens condisciples à Normal Sup, qui s'appelle Michael Launay, et qui donc a écrit cette grande histoire des maths, mais qui est présentée de façon intéressante, passionnante. Et il a aussi développé une chaîne YouTube qui s'appelle MicMath, dans laquelle il fait des vidéos sur toutes sortes de concepts, de propriétés mathématiques. Là aussi, c'est présenté de façon claire, plaisante et ludique. Et je pense que c'est particulièrement important de présenter les maths non pas seulement comme quelque chose d'austère dans un manuel, mais aussi à travers tous ces différents formats. Les romans, les livres de jeux, les chaînes YouTube, etc. Et puis vous avez aussi 2 musées, alors qui malheureusement n'existent qu'à Paris. Je ne suis pas sûre qu'il en existe des variantes dans d'autres régions de France. En tout cas, si vous avez la chance de passer par Paris, vous avez le Palais de la Découverte qui va rouvrir le 6 juin 2025 après de longues périodes de travaux, plusieurs années de travaux. Évidemment, je ne sais pas à quoi il va ressembler dans sa version neuve, mais dans sa version ancienne, il y avait des salles dédiées aux mathématiques, en particulier une salle dédiée au nombre pi. Et voilà, il y avait des expériences présentées par des scientifiques. Je le trouvais absolument fascinant, même s'il était un peu vieillot. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner maintenant lorsqu'ils l'auront refait. Et puis vous avez la Cité des Sciences, qui là aussi est absolument passionnante pour développer alors plus largement le goût des sciences. Il y a peut-être moins d'accent sur les maths, quoique, qu'au Palais de la Découverte. Donc voilà un petit peu des ressources que je peux vous proposer, que je peux vous encourager à utiliser avec vos enfants, et pour vous aussi, peut-être pour vous réconcilier avec les maths.
Et puis, je voudrais aussi vous inviter à vous émerveiller et à développer cet émerveillement chez vos enfants ou chez vos élèves pour les nombres. Parce qu'il y a plein de raisons d'être fasciné. Par exemple, si vous voulez être fasciné, faites quelques recherches sur l'équation d'Euler. L'équation d'Euler, c'est EIP plus E puissance IP plus 1 égale 0. Essayez de regarder à quoi elle correspond, de voir ce que sont ces nombres, et de vous dire, c'est quand même assez incroyable. E, I et Pi, ce sont trois nombres, disons, farfelus, très exceptionnels. Et E puissance IP plus 1 égale 0. C'est hallucinant, en fait, quand on tombe sur un résultat aussi simple, avec trois nombres aussi biscornus. Émerveillez-vous pour les nombres premiers, pour les nombres amis, etc. Allez voir un petit peu ce genre de choses. Et puis, je voudrais vous faire prendre conscience aussi qu'il y a de nombreux domaines différents dans les mathématiques. Dans les mathématiques, vous avez l'algèbre, par exemple, la résolution d'équations, x plus 1 égale 0, c'est de l'algèbre. Vous avez l'arithmétique, c'est là où justement on étudie les 4 opérations, mais on étudie aussi les nombres premiers, les multiples, les diviseurs, les nombres jumeaux dont je vous parlais, etc. Vous avez la géométrie, l'étude des formes. Vous avez les statistiques, très utiles si vous voulez comprendre un peu mieux la société ou l'économie, par exemple. Vous avez les probabilités. Les probabilités, qui est peut-être le domaine le plus contre-intuitif des maths, parce que notre cerveau est très mauvais pour faire des probas. Notre intuition nous induit souvent en erreur. Donc faire des probabilités, c'est apprendre à mieux percevoir des situations de la vie de tous les jours et voilà, avoir une meilleure notion de ce qui se passe réellement et de quelles sont nos chances véritables d'obtenir tel ou tel résultat. Donc les probabilités, c'est un domaine très intéressant. Vous avez l'analyse, qui est le domaine des fonctions, entre autres. Donc quand vous avez f de x égale, je sais pas moi, x au carré plus 4x plus 1, et que vous tracez cette fonction, voilà, ça c'est de l'analyse. Et puis vous avez, alors pour les fans d'abstraction, vous avez la logique, qui était moi mon domaine de prédilection, qui peut être à la fois un peu aride et en même temps fascinante aussi, parce qu'elle amène à se poser la question des fondements des mathématiques. Quelles sont les règles de base qu'on applique en mathématiques? Et c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors je vous récapitule un petit peu ce qui, dans mon enfance, m'a donné le goût des maths et ce qui pourrait, je pense, motiver aussi vos enfants à découvrir les mathématiques et peut-être vous réconciliez-vous avec les maths. Ce serait d'éviter toute pression, de ne surtout pas partir avec un a priori négatif, selon lequel les maths ce serait difficile ou compliqué, de faire énormément de manipulations concrètes, et puis de développer le plaisir de résoudre des énigmes, de trouver dans les mathématiques cette satisfaction à aboutir à un résultat et à forger une démonstration dans laquelle toutes les pièces s'imbriquent parfaitement. N'hésitez pas donc à aller consulter les différentes ressources que je vous ai mises dans les liens de cet épisode. Et je vous souhaite une excellente semaine. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Hey, psst, avant de vous en aller, n'oubliez pas de jeter un œil à la formation Aménager sa maison Montessori. Si vous avez des difficultés à maintenir votre maison organisée avec vos enfants, si vous avez du mal au niveau de la routine du matin, si tout est long, compliqué, pénible, croyez-moi, cette formation peut tout changer pour vous. On m'a souvent dit que rien que le chapitre sur l'entrée de la maison avait suffi à révolutionner la vie de famille. Et ce n'est que l'un des multiples chapitres que l'on aborde. Je vais aussi vous parler du lit au sol, de la cuisine et des repas de votre enfant, du rangement des loisirs créatifs, du rangement des livres d'enfants dans la maison, les jouets, les vêtements, la salle de bain aussi, comment ménager un coin spécialement pour votre enfant. À chaque fois, vous êtes guidé pas à pas et croyez-moi, ça peut réellement changer votre vie de famille.
Donc j'espère que vous y jetterez un petit coup d'œil et que cela va vous inspirer pour démarrer votre rentrée du bon pied. À très bientôt.